Je dis quelques mots d'introduction. Donc, bonjour Monsieur Gori. Merci Bonjour. d'avoir accepté de participer à cet échange autour de notre actualité du monde des soins psychiques qui ne cesse d'être bousculé, attaqué, malmené depuis plusieurs années. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle que vous êtes professeur honoraire de psychopathologie clinique à la faculté d'Aix-Marseille, que vous êtes psychanalyste membre d'Espace Analytique, que vous êtes aussi l'initiateur en décembre 2008 avec Stéphane Chédric de l'Appel des Appels et que vous occupez la chaire de philosophie à l'Université de Saint-Louis à Bruxelles. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai La dignité de penser aux liens qui libèrent, La fabrique des imposteurs, je crois aussi c'est aux liens qui libèrent, et le dernier en date, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, avec comme sous-titre L'étrange défaite de nos croyances. Afin de préparer cet échange, je vous ai envoyé un petit texte qui contient quelques-unes de nos questions que je vais lire très rapidement. Donc, je vous écrivais il y a quelques jours, en pédopsie, l'État a décidé de remettre les clés du soin psychique des enfants et des adolescents à certaines associations de parents et aux neurosciences, escamotant la question du lien et donc du transfert patient-sujet. Seules les monades ont l'agrément des gouvernants. Nous sommes aux antipodes de Winnicott et de sa phrase célèbre « Un bébé seul n'existe pas ». Comment en est-on arrivé là? Est-ce que le bébé devrait être aussi son propre auto-entrepreneur de la vie avec ses échecs et ses propres réussites? Est-ce que la place du cerveau concernant l'origine des pathologies psychiatriques adultes-enfants aujourd'hui est une reprise pure et simple de l'avant-freudisme, la recherche de la preuve de l'anatomopathologie et ses lésions cérébrales recherchées avec ses gènes et ses marqueurs aujourd'hui? Ou bien existe-t-il des nouveautés qui tiennent compte du type de société dans lequel nous vivons? Bien entendu, il y a la question que vous connaissez de la survie des CMPP qui se joue actuellement, semble-t-il, qui sont ces CMPP de plus en plus enclins à se transformer en plateforme diagnostique, d'étiquetage diagnostique, valant perversement pour nos gouvernants comme quasi-soins, à charge pour les parents de trouver les professionnels idoines. Voilà un cadre possible de nos échanges et je sais que mon collègue Lorenzo Benzi vous a envoyé ce texte que je lis aussi, vu que nous sommes d'accord sur la psychiatrie psychanalyse qui est au carrefour de plusieurs disciplines, médecine, sociologie, philosophie, politique, économie, éducation, avec lesquelles elle partage les sujets, comment on peut en dessiner la forme pour mieux former les nouvelles générations des psys et donner légitimité d'intervenir dans le débat public. Et aussi, il rajoutait, selon Husserl et Heidegger, le rapport de l'homme avec la technique est destiné à la suprématie de la deuxième, donc de la technique depuis un moment. Comment nous pouvons maintenir vitale la psychiatrie humaine? Voilà, donc, vaste question, Monsieur Gori, mais je vous laisse d'emblée la parole et évidemment, vous choisissez la pente que vous voulez, bien évidemment. Bien. Je vous remercie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et un grand merci pour ces questions. Simplement, elles sont tellement vastes que nous ne sommes pas partis pour 1 heure d'enregistrement, mais un bon mois, au moins, si ce n'est un trimestre. Ça donnait un cadre. Voilà. Je voudrais déjà corriger, si je peux me permettre, ma présentation pour dire qu'à Bruxelles, les charges de cours ont lieu sur 1 année. Donc, on vous attribue une chaire sur 1 an et que j'ai eu pendant 1 an cette charge donc de cours à l'école des sciences politiques et religieuses de l'Université Saint-Louis à Bruxelles, mais c'est 1 an et que je n'y suis pas actuellement. Actuellement, j'ai eu une chaire qui s'appelle une chaire à vivre à l'école d'art de la Cambre, aussi à Bruxelles, mais c'est un autre problème. Bon. Alors, je voulais aussi dire par rapport à ma présentation qu'il y a 2 ouvrages, si je peux me permettre, qui auraient mérité d'être évoqués, puisqu'on est en plein dans le débat. Le premier, c'est La santé totalitaire, essai sur la médicalisation de l'existence, avec Jean-Étienne Volgo, qui est paru d'abord chez De Noël et ensuite en poche chez Flammarion. Et le second, c'est Exilé de l'intime, vers un sujet neuroéconomique, point d'interrogation, c'est-à-dire comment la psychiatrie et la médecine se sont mises au service du nouvel ordre économique, également
coécrit avec Marie-Josée Delvolgo et publié cette année en poche au lien qui libère, après être paru chez De Noël. Donc voilà, c'est juste pour situer. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'entrer tout de suite dans la réponse à votre question, à savoir que depuis la fin du 19e, depuis la fin du 18e siècle et tout au long du 19e, la médecine et la psychiatrie essentiellement se sont constituées en lieu et place des récits de transcendance prescrivant une autorité au nom de laquelle on indiquait aux gens comment ils devaient se comporter. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est l'hygiène publique, la santé publique et la psychiatrie qui, dans la deuxième moitié, en tout cas, du 19e siècle au début du 20e, sont devenus, si vous voulez, je ne dirais pas les sciences, mais les idéologies scientifiques au nom desquelles on pouvait donner des ordres aux populations, puisqu'il devenait de plus en plus difficile, si vous voulez, de les contraindre, je dirais, au nom de transcendance religieuse ou politique. Donc, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que cela correspond à ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir, n'est-ce pas, la somatocratie, la biopolitique des populations, c'est-à-dire effectivement des formes de savoir qui justifient des dispositifs de pouvoir et de domination sociale. C'est un point qui est extrêmement important, ce qui ne réduit en aucune manière la qualité, la substance scientifique de ces pratiques professionnelles ou de ces modèles psychiatriques ou de santé publique. Ce n'est pas ça le problème. Simplement, c'est de dire qu'en gros, c'est devenu le pli, l'enjeu, où il n'y a pas que des éléments scientifiques qui entrent en ligne de compte, puisque ça devient des figures majeures, je dirais, d'un pouvoir normatif qui se substitue justement à l'autorité. Comme vous le savez, n'est-ce pas, lorsque l'autorité est en crise, c'est les dispositifs de normalisation des comportements qui tendent à prévaloir. Et évidemment, c'est ce qui a pu se passer. Donc, pendant un certain temps, pour reprendre Michel Foucault, n'est-ce pas, on a fait entrer les psychiatres dans les prétoires des tribunaux, n'est-ce pas, et en leur demandant comment le criminel ressemblait à son crime avant de l'avoir commis, pour parler comme Michel Foucault. Donc ça, c'est toute la psychiatrie des aliénistes, pourrait-on dire, qui déjà ouvre en quelque sorte cet espace, ce champ, à savoir que les psychiatres et ensuite les psychologues auront quelque chose à dire sur la personnalité de celui qui a commis un acte criminel ou délictueux. Donc, si vous voulez, on va de plus en plus jouer le quadrillage des populations, on va de plus en plus jouer la prévention des facteurs de risque avec, je dirais, une charge qui est de plus en plus portée sur l'individu aux dépens de la reconnaissance des facteurs sociaux et environnementaux qui participent justement à la fabrique des actes délictueux ou criminels. Alors, pendant un temps, il faut quand même le reconnaître, hein, pendant un temps, la psychanalyse a aussi bénéficié de cet accueil social, culturel, civilisationnel, à savoir que dans la mesure où elle posait la question de quelle est la part de l'individu dans ce qui lui arrive, n'est-ce pas, cette individualisation en quelque sorte du destin également faisait opacité par rapport aux facteurs sociaux ou environnementaux. Donc, la psychanalyse en a profité. Il faut là aussi reconnaître que, n'est-ce pas, il y a une idéologie psychanalytique qui a servi la cause, je dirais, des dispositifs d'autorité, de normalisation sociale. Et Michel Foucault a raison de dire que, d'une certaine manière, la psychanalyse va participer des techniques d'aveu, c'est-à-dire effectivement, n'est-ce pas, de la recherche du sujet, de ce en quoi il peut être responsable de la place sociale, du destin social qui lui arrive. Simplement, aujourd'hui, n'est-ce pas, les pouvoirs, notamment occidentaux, n'ont plus besoin de la psychanalyse. Ils n'ont plus besoin de la psychiatrie. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin, je dirais, de toute pensée critique qui vise à rendre compte du caractère tragique de l'expérience humaine.
Pourquoi? Parce que justement, n'est-ce pas, le capitalisme dans sa version néolibérale et dans sa version, n'est-ce pas, de capitalisme financier n'a plus besoin de chercher le sens et la nature des comportements. Il lui suffit simplement d'obtenir des comportements qui sont le plus efficaces, le plus utiles possible pour que les affaires continuent. Et les affaires continuent dans le cadre, puisqu'il y a une démocratie libérale, dans le cadre du droit, c'est-à-dire ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle. Qu'est-ce que c'est la rationalité pratico-formelle? C'est, si vous voulez, une pensée qui est innervée par la pensée des affaires, combien ça me coûte, combien ça me rapporte, donc les calculs d'intérêt, et qui est pensée par le droit, la nature formelle du droit, c'est-à-dire est-ce que c'est conforme ou est-ce que ça n'est pas conforme. Donc à partir de ce moment-là, vous avez, je pars de loin, mais vous allez voir qu'on arrive au décret d'avril 2021 sans problème, on arrive au rapport de l'IGAS sans problème, à savoir que ce sont aujourd'hui les étapes suivantes qui visent à rationaliser, à techniciser et à tailoriser les actes, je dirais, d'encadrement des populations. On n'a même plus à parler de soins, qu'ils soient psychiques ou médicaux, on est davantage dans, si vous voulez, une gestion algorithmique des populations au nom des rationalités économiques des affaires et au nom des rationalités formelles. Alors, ça, on voit bien, n'est-ce pas, le virage, enfin, le moment où ça va se jouer au moment où le néolibéralisme commence à envahir la sphère culturelle, civilisationnelle, n'est-ce pas, des modèles occidentaux. C'est-à-dire, les néolibéraux, ça commence, pour aller vite, avec les ordolibéraux dans l'entre-deux-guerres, ça se poursuit ensuite avec l'école de Chicago, qui vont faire leur expérience au Chili, en Amérique latine, et puis ça arrive dans les années 60-70, et puis ça arrive massivement aux États-Unis, 1980, Ronald Reagan, qui réduit justement les crédits attribués à la psychiatrie communautaire, n'est-ce pas, et qui est une des incarnations, et Margaret Thatcher, un des fers de lance de cette nouvelle civilisation néolibérale, qui n'a plus besoin de l'intériorité, qui n'a plus besoin de réfléchir sur le sens du symptôme, sur l'histoire des individus, sur le rapport à la culture ou à la société. Non, ce qu'il faut, c'est un individu qui est réduit à la somme de ses comportements, et il faut que ces comportements soient en adéquation avec les exigences même de la civilisation néolibérale, c'est-à-dire d'une économie financiarisée. Et effectivement, l'individu se trouve à partir de ce moment-là transformé en auto-entrepreneur de lui-même. Et Foucault montre bien comment le néolibéralisme fabrique un homo economicus qui n'est pas l'homo economicus des physiocrates ou des libéraux, c'est-à-dire le partenaire de l'échange. L'homo economicus du néolibéralisme, c'est un individu qui, en quelque sorte, est une micro-entreprise libérale, autogérée et ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. C'est-à-dire, nous sommes tous des micro-entreprises. Nous avons tous, en quelque sorte, n'est-ce pas, à faire fructifier notre capital biopsychosocial. Et lorsque nous avons des comportements qui ne sont pas en adéquation avec les normes établies, eh bien, nous avons des contrôleurs de gestion des comportements. Ces contrôleurs de gestion des comportements sont eux-mêmes contrôlés par des agences technocratiques qui leur disent, si vous voulez, comment ils doivent se comporter pour amener des professionnels à conduire des populations dans un certain sens. C'est-à-dire, en gros, c'est l'entreprise qui est en déficit, qui est en panne ou en dysfonctionnement, et on envoie des contrôleurs de gestion des comportements, et ce, avec d'autant plus de facilité qu'il y a une pulvérisation des idéologies tragiques, des idéologies de la connaissance critique, et qu'en lieu et place, ce qu'on va installer, c'est le modèle, d'une part, de l'économie, et d'autre part, on va dire, on va faire très simple, de l'informatique, c'est-à-dire d'une donation numérique des objets dans le monde. À partir de ce moment-là, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus couillon, si vous voulez, que la gestion algorithmique des comportements. Et vous voyez bien d'ailleurs comment la Chine, par exemple, aujourd'hui,
peut conduire une population moins au nom de Mao, même si Mao reste un peu à l'arrière-plan comme justificatif du comité communiste chinois, du comité central communiste chinois. Essentiellement, c'est par les drones, la reconnaissance faciale, n'est-ce pas, les différentes traces et traces de comportement que l'on peut suivre l'individu. On ne se demande pas si ce qu'il fait, pourquoi il le fait. On ne se demande pas si ça a un rapport avec son histoire. On ne se demande pas si ça a un sens. On s'en fout complètement. En gros, on va le dresser à partir de ce suivi algorithmique de ses comportements. C'est ça qui est en jeu et c'est très important puisqu'il faut bien voir que la Chine est là le modèle de notre futur. Ce n'est pas lié aux Chinois, ce n'est même pas lié au modèle communiste chinois qui a copulé avec le néolibéralisme et du marché, c'est pas ça. C'est en gros, si vous voulez, le modèle on va dire, de la nouvelle figure anthropologique de l'humain, c'est-à-dire que l'individu n'est rien d'autre que son comportement. Et son comportement, eh bien, on peut le suivre avec différents dispositifs de traces, de traques, et on va tomber dans ce que Deleuze a très bien montré, c'est-à-dire les sociétés de contrôle. Et les sociétés de contrôle, elles ont besoin de quoi pour fonctionner? Elles n'ont pas besoin de signification, elles n'ont pas besoin de métaphores, elles n'ont pas besoin de pensée critique, elles n'ont pas besoin de fiction, elles n'ont besoin que d'une seule chose, nous dit Deleuze, de l'information. De l'information. Et l'information, aujourd'hui, nous avons la puissance considérable de ces supercalculateurs que sont les ordinateurs pour pouvoir justement le détenir. Donc la grande question aujourd'hui est de savoir si les psys sont encore nécessaires. Alors si vous permettez, je voudrais juste faire un lien. Le lien est le suivant. Vous parlez du DSM. Le DSM, c'est quoi? C'est un truc qui est épistémologiquement débile. Épistémologiquement débile. Cliniquement, ça sert à peu près à rien, n'est-ce pas, si ce n'est à entraver la pratique des professionnels, n'est-ce pas? Mais le DSM, il s'agit d'abord du DSM-3, c'est-à-dire il s'agit du travail de Robert Spitzer et de sa bande qui, entre 1967 et 1980, prépare une nouvelle manière de poser des diagnostics qui ne passe pas par la clinique symptomatologique, sémiologique des souffrances psychiques, mais qui passe par un traitement de l'information. Il ne faut pas oublier que un des premiers travaux de Spitzer en 68, c'est d'avoir élaboré un modèle ordinal de prise de décision diagnostique qui s'appelle justement Diagno et qui est, si vous voulez, le traitement par ordinateur de réponse à des questions débouchant sur un diagnostic. Et demain, bien sûr, sur une thérapeutique pour les avis, une prescription chimique, bien sûr, ou de rééducation comportementale. Alors, c'est ça qui est important, c'est que, si vous voulez, le prototype du DSM-3, c'est quoi? C'est l'ordinateur. Et en gros, après, ça n'a fait que de se complexifier. Il ne s'agit pas de rendre compte de la réalité de la clinique psychiatrique, il s'agit d'obtenir justement, dans ce que j'appelle la rationalité formelle, il s'agit d'obtenir, n'est-ce pas, un consensus des experts. Pour obtenir un consensus des experts, il ne s'agit pas de travailler sur la validité des diagnostics, mais sur la fiabilité, c'est-à-dire sur l'accord interjuge que l'on peut obtenir. Et comment est-ce que vous voulez obtenir un accord interjuge si ce n'est en prescrivant aux juges comment ils doivent juger? Et donc, en prescrivant aux psychiatres et aux psychologues comment ils doivent procéder pour être d'accord, c'est-à-dire être semblables dans leur manière d'établir le diagnostic. C'est ça le DSM-3. Et après, bon, on en parlera, le DSM-4, le DSM-5 ne font que peaufiner ce système ordinal de prise de décision par un traitement des données. Oui, alors, moi je suis évidemment très très intéressé par votre développement. Je me disais en vous écoutant que il y a, je sais que vous appréciez un chercheur qui s'appelle Chapoutot, Johan Chapoutot, et qui, effectivement, dans un de ses écrits, laisse entendre et même démontre que le management a été, en tout cas, bien porté par des suppôts du nazisme. Et bon, ça serait vraiment trop long à développer, bien entendu, mais j'étais en train de me demander, en vous écoutant, si cet effondrement dans lequel nous sommes par rapport à aujourd'hui, alors que c'était peu
peu sensible juste après la guerre. Disons que ça a pris un peu un élan, évidemment, avec la mise en place de ces économies néolibérales. Si effectivement cet effondrement de l'humain, marqué effectivement par cette espèce de césure, en tout cas en Occident, par le nazisme, n'avait pas eu comme, et n'a pas comme conséquence, comme écho dramatique, cette mise en branle de ce que vous êtes en train de nous rapporter, c'est-à-dire quelque chose qui, une fois que l'on pose que l'humain est effectivement un Untermensch par rapport à ses obligations vis-à-vis de la raison néolibérale, eh bien, tout s'en déduit. Vous voyez, c'est aussi cela que j'étais en train de me dire en vous écoutant, M. Gori. Non, mais je crois que vous m'avez bien entendu et je fais fréquemment référence aux travaux de mon ami Johann Chapoutot et en dehors même de son travail sur Libre d'obéir, auquel vous faites référence, déjà, tous ces travaux sur la normativité nazie, tous ces travaux, toutes ces recherches antérieures étaient relativement clairs là-dessus, c'est-à-dire nous n'en avons pas fini du nazisme, c'est ce que nous disait d'ailleurs Adorno dans les années 40. C'est-à-dire que dans les années 40 et 50, comme d'ailleurs Simone Weil, la philosophe, comme d'ailleurs Hannah Arendt, le nazisme, c'est pas les quelques tordus qui défilent en faisant le salut nazi ou en faisant la collection des uniformes nazis. Il y a des formes actualisées de nazisme qui hantent notre présent par la manière même dont nous entrons en relation avec le monde, avec nous-mêmes, avec les autres, n'est-ce pas? Et donc comment dire, une éthique qui, malgré nous, se réfère et hantée par les fantômes nazis. Alors, effectivement, regardez le texte terriblement douloureux de Primo Levi, n'est-ce pas? Si c'est un homme, lorsque les nazis comptent les juifs. Ils comptent les juifs comme on compte les pièces. C'est-à-dire qu'ils effacent la dimension humaine par la numérisation. Vous avez dans un film qui part d'un roman d'ailleurs de Nicolas Klotz qui s'appelle La question humaine, n'est-ce pas? Vous avez la mise en scène d'une superposition de cette manière de compter les pièces que faisaient les nazis et de cette manière de compter les ressources humaines que font les néolibéraux. Donc il y a là quelque chose. Mais vous savez, Hannah Arendt le disait très justement, je reviendrai sur un point où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, si je peux me permettre, n'est-ce pas? Mais Hannah Arendt disait très justement, nous avons vaincu les nazis par les armes, nous ne les avons pas vaincus par les arguments. C'est-à-dire que si vous vous référez à un travail que j'ai fait, où je cite Chapoutot sur ses œuvres passées d'ailleurs, qui s'appelle L'individu ingouvernable. Il faut bien voir qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a une crise majeure de la démocratie dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers, même si nous l'avons reçue sans testament, comme disait René Char. À savoir qu'il y a une contradiction fondamentale entre le discours d'émancipation qui est porté par les Lumières, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale, et la prolétarisation des individus dans les pratiques sociales du marché telles que justement l'industrie et les révolutions industrielles les installent. Comment voulez-vous dire à un garçon de 8 ans qui descend au fond des mines, ou comment voulez-vous dire, n'est-ce pas, à un homme qui va se vendre sur le marché, de l'emploi, ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale? Ça ne tient pas la route. Cette contradiction est majeure. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, le discours du libéralisme philosophique des Lumières, il est démenti par les conditions sociales d'existence des ouvriers, des paysans, des employés, etc. Et cette contradiction, ce démenti, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nourrit à ce moment-là de nouvelles forces politiques et idéologiques qui sont, si vous voulez, le socialisme, le communisme, l'anarchisme et, bien évidemment, le fascisme et, bien évidemment, le nazisme. Il y a tous les travaux de l'historien Yves Sternel, que je cite beaucoup et que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, qui montre qu'il y a un fascisme à la française qui existe à la fin du XIXe siècle, bien avant l'apogée nazie des années 30. Voyez, et donc cette contradiction, elle est très très importante et nous ne l'avons pas réglée. Alors, il y a eu des moments dans notre histoire où, comme après la libération, avec l'esprit de Philadelphie dont parle aussi Alain Soutiot, n'est-ce pas, il y a ce souffle humaniste
de vouloir par la santé, par la culture, par la justice sociale, n'est-ce pas, arriver à éviter toutes les guerres. C'est la déclaration du Bureau international du travail en mai 1944, avant même la fin de la guerre. Si nous voulons éviter les guerres fratricides du XXe siècle, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut investir sur l'avenir, n'est-ce pas, en pariant sur la justice sociale, la culture, la santé et l'éducation. Or, vous le savez, avec les néolibéraux, la justice, la santé, l'éducation et la culture, ça devient ce qui creuse les déficits publics. Et donc, à partir des années 80, avec ces deux grands criminels de civilisation que sont Ronald Reagan et Margaret Thatcher, s'installe dans les sociétés occidentales une autre manière de penser le monde, une autre manière de penser le sujet, et donc à partir de ce moment-là, d'autres manières de l'éduquer ou de le traiter. Donc, si vous voulez, je ne dirais pas que c'est bon, par rapport à ce que montre Chapoutot dans le livre d'Obéir, ce n'est pas seulement les formes actualisées du nazisme qui continuent à vivre au travers des écoles de management telles que Richard Horn les a instituées, n'est-ce pas, en Allemagne. Ce n'est pas seulement ça. C'est qu'en gros, le nazisme a été la mauvaise solution à un vrai problème et que nous n'avons pas trouvé de solution pour ce vrai problème. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, si vous prenez justement mon dernier livre que vous avez bien voulu citer, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, avec le sous-titre très important, parce qu'il fait référence à Marc Bloch, l'étrange défaite de nos croyances, on voit bien comment, si vous voulez, ces problèmes, eh bien, sont l'héritage d'un modèle, je dirais, spencerien, du darwinisme social, de la sélection, de la concurrence, de l'émergence du meilleur par la lutte de tous contre tous et l'extension des territoires, par surtout pas d'État, surtout pas de protection, surtout pas justement de prise en compte de la vulnérabilité humaine, n'est-ce pas, pour pouvoir produire une évolution des sociétés, une évolution des nations, une évolution des races, une évolution des individus. Bien sûr, c'est recyclé par les nazis, mais c'est aussi recyclé par les néolibéraux. Le premier de cordée, c'est quoi? Le premier de cordée, c'est le meilleur, tel qu'en parle Herbert Spencer. Voyez, et ça, c'est un point très important parce que ça va en quelque sorte dresser le tableau de ce que peut devenir la médecine ou de ce que peut devenir la psychiatrie ou la psychologie, n'est-ce pas, dans les décennies qui viennent. Alors, face à Spencer, vous aviez un courant que j'aime beaucoup, dont je parle amplement dans mon dernier ouvrage, comme vous savez, c'est le courant des solidaristes. Les solidaristes, comme vous savez, fin 19e, début 20e, ce sont des radicaux socialistes, ce ne sont pas des révolutionnaires, ils ne sont pas marxistes, n'est-ce pas, mais c'est un courant franc-maçon, c'est un courant laïcard, c'est un courant progressiste qui veut la justice sociale, qui veut l'entraide, qui veut les mutuelles, qui veut la paix entre les nations, etc. Et eux, ils essaient en quelque sorte de proposer autre chose. Ils proposent un modèle fondé sur la dette sociale, fondé sur ce que Léon Bourgeois appelle le quasi-contrat. C'est-à-dire, en gros, à la naissance, c'est très freudien d'ailleurs, à la naissance, le petit enfant, il a besoin d'un autre. Il a besoin d'un grand autre, charitable, n'est-ce pas, qui puisse le prendre en charge. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un quasi-contrat qui est passé, c'est-à-dire il est en dette vis-à-vis de la société qui l'a accueilli. Ça disparaît avec la concurrence, avec la sélection de Spencer. Vous voyez, et je crois que ce souffle humaniste, il a été porté à nouveau par plusieurs mouvements politiques, pas que la gauche, hein, les gaullistes de gauche, bien sûr, mais aussi les chrétiens démocrates, mais aussi, si vous voulez, les différentes religions spirituelles et humanistes, mais aussi les socialistes, mais aussi les communistes, etc. Il a été porté après la libération. Et ça a donné lieu à des choses assez formidables en matière de dispositifs de santé, en matière, si vous voulez, de dispositifs éducatifs, en matière de justice sociale et de mutualisation du risque. Bon. Et ça a explosé avec les néolibéraux. Donc, en gros, la psychiatrie que vous avez aujourd'hui, la psychologie qu'on essaie de nous imposer, la médecine dont le soin a été évacué, j'en profite pour signaler l'apparition prochaine d'un ouvrage de Marie-Josée Del Volgo qui s'appelle, n'est-ce pas, Le soin menacé chronique d'une catastrophe annoncée, n'est-ce pas? On voit bien que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hôpital, le soin passe à la trappe et ce qui émerge, ce qui se maintient, c'est l'acte technique, et comme vous le savez, est
convertible en monnaie sonnante et trébuchante, ce qu'on appelle la tarification à l'activité. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui en psychiatrie et en psychologie. Oui, oui, d'autant que les mouvements que vous avez tout à l'heure évoqués ont quasiment tous eu un pied dans la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale et ont promu, bien entendu, des moments de solidarité et d'avoir pris une réponse, en tout cas la peine d'établir une réponse à ce qui s'était évidemment déroulé durant tout le nazisme. Mais vous qui effectivement citez Primo Levi, aujourd'hui d'ailleurs nous le voyons, et même si je suis depuis janvier 2021 à la retraite, j'ai en tête aussi que les institutions que je pouvais rencontrer dans ma pratique me disaient écoutez, appliquez les directives et essayez d'être un peu moins logorique pour eux, bien entendu, concernant le sujet. Mais alors, il y a une phrase, bien entendu, que vous connaissez dans Si c'est un homme, j'ai l'impression qu'on y est, et cette fameuse phrase, ici, il n'y a pas de pourquoi. Cette phrase, évidemment, de Primo Levi, dans Si c'est un homme, est absolument centrale. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, il faut marcher, il faut que ça tourne, et on ne se pose absolument pas la question de pourquoi en est-on arrivé là. Et il y a aussi quelque chose, et après, bien entendu, je vous passe la parole, je vous ai entendu dire quelque chose qui me paraît, moi, central. Quand vous dites qu'aujourd'hui, ce serait une quasi-guerre contre la parole et contre la démocratie. Parce que je crois qu'il faut aussi le dire comme ça, et vous avez raison d'insister, le fait de s'attaquer à la parole, c'est aussi, et on le voit bien aujourd'hui dans ce climat dans lequel nous sommes, eh bien, il y a véritablement des attaques contre la démocratie qui est, en tout cas, moi j'ai fait ce jeu de mots, démocratie, c'est-à-dire, puisque kratein veut dire aussi commander, les mots commandent, ils ont un sens, et que d'une certaine manière, même si ça s'éloigne de l'étymologie de démocratie, vous avez raison d'insister sur le fait que la parole et la démocratie sont en partie liées, sont fondamentalement liées. Voilà. Je vous passe la parole, M. Doré. Oui, mais vous avez déjà déplié énormément de choses. Disons que ce que je reprendrai par rapport à votre intervention, c'est que la technocratie, la bureaucratie n'est pas simplement le fait des agences technocratiques qui doublent la haute administration publique. Il faut bien voir là ce qui est en train de se produire avec non seulement le macronisme, mais un certain nombre de pays occidentaux qui, n'ayant plus confiance dans la hiérarchie et l'autorité de la haute fonction publique, créent des agences, agences régionales de santé, agences à haute autorité de santé, agences d'évaluation de la recherche, etc. C'est-à-dire des agences comparables, et ça, Chapoutot l'a très bien montré, comparables aux agences partisanes que les nazis installaient, parce qu'eux aussi se méfiaient de l'administration publique de l'État allemand, et donc ils allaient en prendre possession, le modeler, l'occuper, mais à partir, je dirais, de leur doublure. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez les ARS de Nouvelle-Aquitaine, c'est pour ça qu'ils font des tas d'histoires, c'est pour ça que vous avez, n'est-ce pas, la haute autorité de santé, etc. Ça sert la soupe, pourrait-on dire, à une certaine politique néolibérale. Alors, cette technocratie, bien sûr, elle est au sommet de l'État, c'est bien sûr la rationalité pratico-formelle des décisions prises à Bruxelles ou prises encore une fois dans les cabinets ministériels, c'est bien évidemment par le vecteur des agences régionales et autres, mais cette bureaucratie, cette technocratie, nous l'avons incorporée. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que l'éducation que nous recevons, le soin que nous recevons, si vous voulez, le modèle Blanquer en termes d'éducation, le modèle des compétences, le modèle, si vous voulez, d'un Conseil supérieur de l'éducation nationale présidé par Stanislas Dehaene, comme vous savez, neurocognitiviste du Collège de France, c'est quoi? C'est de considérer que l'élève n'est rien d'autre qu'un cerveau, que ce cerveau n'est rien d'autre qu'une machine à apprendre, à épeler, à calculer. Et que donc, c'est normal que les experts indiquent aux employés, comme dit M. Stanislas Dehaene quand il intervient sur France Culture, indiquent aux employés de l'éducation nationale comment ils doivent se comporter pour que la machine élève acquiert le fonctionnement le plus utile et efficace pour
incorporer, si vous voulez, les habitus déterminant les tâches et les compétences. C'est quoi? C'est fabriquer un sujet qui n'est rien d'autre que ce que Nicolas Berdyaev a appelé une organisation. Nicolas Berdyaev, en 1933, n'est-ce pas, montre que, si vous voulez, il y a le risque majeur aujourd'hui par la technique, et ça rejoint la question du docteur Benzi, n'est-ce pas, à savoir que la technique devient la manière d'être du vivant et se substitue au vivant. Ce que dit Nicolas Berdyaev d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas croire que la technique s'ajoute à l'homme, la technique s'empare de l'homme et transforme le vivant en organisation. Et on n'a plus le même homme. On a, en gros, le transhumanisme, c'est pas pour demain, il a déjà eu lieu. Ça fait presque un siècle qu'il se met en place. Voyez ? Et c'est ce point-là qui est donc extrêmement important. Donc cette technocratie qui opère non seulement comme un dispositif normatif autour de nous, et aussi un dispositif normatif à l'intérieur de nous pour pouvoir penser et juger le monde, c'est-à-dire fabriquer du sujet éthique, fabriquer un sujet en lien avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Alors, je crois que j'ai perdu un peu votre question au passage. Donc, si vous pouvez me la... Oui, alors, c'était une question, enfin, il était question de démocratie. Ah oui, voilà. Alors, oui. Alors ça, si vous voulez, l'appareil bureaucratique n'a pas besoin de parole. Téléphoner, moi ça m'est arrivé, téléphoner, si vous voulez, à la Sécurité sociale, à la MGN, ou téléphoner même, n'est-ce pas, au ministère, ou téléphoner même à la SNCF, vous avez des informations qui vous sont demandées. Et si vous essayez de parler, si vous essayez de raconter, vous déstabilisez totalement ce pauvre professionnel qui a été taylorisé et prolétarisé par le système. Vous n'entrez plus dans la grille établie. Vous voyez ? Et donc, en gros, ce que je voudrais essayer de vous dire, et je vais essayer de répondre à votre question, c'est que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, avec la mise en place d'un projet, d'une proposition de loi pour installer un conseil de l'ordre des psychologues, avec le rapport IGAS d'octobre 2019, qui est une véritable horreur, avec, si vous voulez, le rapport de la Cour des comptes, avec l'arrêté d'avril 2021 sur les plateformes de services prenant en charge les troubles neurodéveloppementaux. Tout ça, c'est quoi? C'est une technicisation de l'humain qui vise à transformer les professionnels que nous sommes en les faisant passer du statut d'œuvrier, comme nous disons avec avec mes amis Bernard Lubat et Charles Sylvestre, les transformer d'artisans en ouvriers de chaînes de production automatique. Et donc, ce qui est en train de se produire, c'est un coup de force pour nous imposer une prolétarisation. Le prolétaire, c'est ce que dit Marx, le prolétaire, ce n'est pas celui qui est pauvre, qui vit matériellement dans l'indigence. Le prolétaire, c'est celui auquel la machine a confisqué le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Il est prolétarisé en tant que tout se passe, comme dit Simone Veil, comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'artisan vers le mode d'emploi de la machine. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se produire pour les psys, mais pas seulement les psys. Cette taylorisation des métiers, les appels auxquels vous avez bien voulu faire référence, fin 2008, début 2009, ils constatent quoi? Qu'on est en train de bousiller nos professions, nos métiers, qu'en gros, la finalité de nos actes ne doit pas être déterminée par la vocation du métier, l'honnêteté, comme disait Camus, du métier, mais doit être déterminée par des modes d'emploi qui ne dépendent plus de nous, mais, si vous voulez, qui dépendent de soi-disant experts, c'est-à-dire que c'est le modèle de Taylor. Taylor, c'est une véritable horreur, c'est un criminel. D'ailleurs, je pense que Lénine a perdu son pari parce qu'il considérait que Taylor était un génie de l'humanité, alors que c'est un criminel. Il s'agit de décomposer les mouvements, de décomposer les tâches, de les observer, et des soi-disant savants les notent et ensuite donnent le modèle le plus rentable, le rendement individuel le plus performant, pour prescrire aux ouvriers la manière dont ils doivent se comporter pour accroître le rendement, que l'on va compenser par une prime. Aujourd'hui, plus besoin de prime. Garder son travail, c'est déjà en soi une prime à l'emploi. Donc, si vous voulez, pour l'emploi. Donc,
C'est ça qui se produit. Nous sommes aujourd'hui en voie d'une taylorisation, qu'il s'agisse du chercheur, qu'il s'agisse du médecin, qu'il s'agisse de l'infirmier, qu'il s'agisse du psychologue, du psychiatre, du juge, de l'écrivain, du journaliste, etc. Nous sommes face véritablement à un processus de taylorisation généralisée de l'existence. Et donc nous sommes dépossédés de notre capacité à décider, à penser et à vivre selon notre expérience, puisqu'on nous envoie un squelette formel qui, finalement, doit nous faire marcher comme l'exosquelette des transhumanistes. Oui, 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 oui. Mais je reviens à la démocratie. Alors, là, dans ce système-là, on n'a pas besoin de parole. On n'a besoin que d'informations. Alors là, il faudrait reprendre quelqu'un que j'adore, que je cite souvent, comme vous savez, c'est Walter Benjamin, n'est-ce pas? Oui. Sur le compteur, nous avons perdu une faculté qui nous paraissait inaliénable, la possibilité de raconter une histoire, c'est-à-dire de parler de notre expérience. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ça. Et comme dit Benjamin, l'information suffit. Et qu'est-ce que c'est l'information? L'information n'a de valeur qu'au moment où elle émerge. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez eu au niveau du Covid que, en gros, il y avait une information, le lendemain une autre, le surlendemain une autre. Ça n'a pas d'importance, puisqu'on table sur la capacité d'oubli, d'amnésie du citoyen, et que l'information, elle ne compte qu'au moment où elle apparaît. Oui, oui, oui. C'est-à-dire même, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce que vous dites par rapport à la démocratie est tellement frappé de justesse, c'est que il y a de moins en moins de citoyens qui se sentent concernés par cette démocratie et se détournent de ce moyen qui est les élections, et qui fait que les gens se détournent car ils savent bien que la voie, en tout cas la démocratie, le démos, cette fois-ci le peuple, n'est plus du tout sollicité, puisque ce qu'on demande avant tout, c'est que ce soit des exécutants et non pas des êtres pensants. Donc, la preuve par les élections, on pourrait dire, à savoir que les gens s'en détournent malheureusement, et on n'éprouve que du mépris, entre guillemets, de ces élections qui reviennent régulièrement, leur demander tous les 5 ans, tous les 4 ans, ce qu'ils pensent. Alors, ce qu'on voudrait, c'est entre ces élections, ce qu'ils pensent n'intéresse pas du tout les gouvernants, en tout cas la machine, disons, non, cette machine que vous pointez et que vous dessinez là. Il est évident que nous vivons une crise politique qui est extrêmement grave, parce que comme le remarquait Simone Weil en 1932-1933 en Allemagne, la crise de l'emploi notamment, la crise de la société qui touchait la République de Weimar, cette crise-là, elle était politique, mais elle n'était pas traitée politiquement. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une crise politique sans solution politique. Et la solution politique qui est devenue, ça a été terriblement l'horreur du nazisme. Donc aujourd'hui, nous sommes face à, on va pas dire que ça se répète, on ne va pas dire que l'histoire bégait, mais il y a des analogies possibles. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, les tentations fascistes existent aujourd'hui. Je veux dire, j'ai décrit dans Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes, j'ai décrit l'émergence des mouvements djihadistes, salafistes et wahhabites, n'est-ce pas? Je les ai décrits comme étant des théofascismes. Ce n'est pas le corpus religieux, on peut être salafiste ou wahhabite sans être djihadiste, mais le djihadisme, en quelque sorte, qui naît d'une version intégriste et totalitaire de l'existence par le vecteur d'une lecture de l'islam la plus radicale possible, n'est-ce pas? Puisque salaf, ça veut dire ancêtre, donc vivre comme du temps de Mahomet, cette volonté-là, elle aboutit à une forme de fascisme, une forme de totalitarisme. Et ce qui est frappant, c'est que ça peut, encore une fois, être attractif, un miroir des alouettes, pas seulement pour les populations maltraitées au Moyen-Orient, avec le chaos que nous connaissons, pas seulement les banlieues, mais aussi les jeunes Européens d'origine, encore une fois, non pas musulmane, non pas maghrébine, etc., mais d'origine européenne, voire chrétienne ou juive et autres. Bon, ça, c'est tout à fait frappant. On voit bien comment, en gros, cette perte du sens de l'existence que produit justement la révolution néolibérale, n'est-ce pas? Eh ben, elle aboutit à ce que d'autres sectes tentent de recueillir et d'exploiter quasi commercialement cette perte de spiritualité en proposant des produits frelatés.
Donc, aujourd'hui, il y a massivement ce problème. À côté de ça, vous avez bien sûr les tentations illibérales, comme dit Zakarian, n'est-ce pas, Farid Zakarian, c'est-à-dire les tentations de gouvernement autoritaire, élu démocratiquement, mais autoritaire. C'est l'urbanisation de l'Europe, c'est l'émergence de l'extrême droite aujourd'hui en France qui est aux portes du pouvoir, notamment dans la région. Vous voyez, et donc, c'est l'élection de Trump, c'est l'élection de Bolsonaro. C'est-à-dire, en gros, la démocratie libérale est en crise et ce qui vient en lieu et place, c'est un gouvernement, encore une fois, totalitaire. Alors, on voit bien que c'est justement parce que, si vous voulez, il faut reprendre Simone Veil. Moi, je suis fan de quelques auteurs, comme vous savez, comme Walter Benjamin, Bourdieu, Simone Veil, Foucault, etc. Et Simone Veil dit, il ne faut pas dire que le fascisme écrase les idées. Il faut dire que c'est parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, les idées sont mortes ou écrasées qu'on voit émerger le fascisme. C'est ça le problème. Or, les idées, elles sont consubstantielles à la parole. Et effectivement, qu'est-ce que c'est que la démocratie dont vous parlez, n'est-ce pas, le pouvoir du peuple? Eh bien, il résulte, comme le montre Claude Lefort, l'invention de la démocratie, c'est quoi? C'est cette idée que ce qui est bon pour la cité, la décision politique à prendre, elle n'est pas dans les textes religieux, elle n'est pas dans la tradition des ancêtres. La bonne décision pour la cité, elle n'est pas en amont du problème, elle est en aval du débat contradictoire. Et donc, c'est uniquement par la confrontation des points de vue, par l'argumentation, par la raison parlée et contradictoire, que l'on peut, à un moment donné, se faire une idée majoritaire de ce qui est bon pour la cité, de ce qui est bon pour le pays. Et c'est ça qui, si vous voulez, est mis à mal par aujourd'hui nos formes de démocratie libérale. Et alors, vous voyez, je ferai un lien. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce que c'est la politique? C'est terrifiant. La politique, c'est quoi? La politique, les élections ne sont que les sessions de rattrapage des sondages d'opinion. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, la politique, c'est se vendre sur le marché de l'opinion. C'est essayer d'obtenir le maximum de part sociale de l'opinion. C'est vraiment une marchandisation de la société du spectacle, pour aller vite, où l'opinion publique n'est rien d'autre que l'ensemble des consommateurs auxquels j'essaie de vendre ma soupe, pour aller vite. Bon. Et c'est ce que vous avez, dans l'arrêté d'avril 2021, puisqu'on nous dit que ce sont les associations de familles de patients et de patients qui ont suffisamment pesé sur les pouvoirs publics pour dire ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire que le client est roi. Le client est roi. Et en quelque sorte, les psychiatres et les psychologues n'ont plus qu'à s'écraser et à faire ce que demande le consommateur. Vous voyez, et c'est plus l'homme de l'art. Demain, on ne va pas. Et là, si vous voulez, comme vous le savez, les lois Kouchner ont des points extrêmement positifs. L'information loyale et éclairée, c'est formidable en médecine. Vous savez, vous comme moi, nous avons connu des hôpitaux où on infantilisait les patients. Ce n'est pas du tout, n'est-ce pas, ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Mais l'information loyale et éclairée telle qu'elle est mise en place dans les dispositifs aboutit aujourd'hui non pas à ce que le médecin protège son patient, mais à ce qu'il se protège de son patient pour éviter la judiciarisation de l'acte médical. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, l'information loyale et éclairée avec la décision partagée, elle aboutit éventuellement à une espèce de clientélisation de la décision où finalement le patient va dire ce qu'il préfère. Bon, alors, qu'il ait son mot à dire, moi, en tant que patient, je ne demande que ça. Ça va de soi, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on tend à se dégénérer dans l'acte professionnel en répondant à la demande consumériste. Et là, il y a un danger. Donc, on veut les TCC, allez, donnons-leur les TCC. On veut la méthode ABA, donnons-leur la méthode ABA. On veut plus de psychanalyse, virons la psychanalyse. Et là, vous avez un certain nombre de clowns qui, en politique, font le jeu, si vous voulez, de cette demande consumériste. Oui, parce que ce que vous dites aussi, c'est moi, évidemment, en vous écoutant, je me souviens d'avoir assisté à une réunion dans un établissement hospitalier où il était question de mise en place de plateformes. Alors évidemment, ça rejoint un peu ce que vous dites, à savoir qu'il était question justement de CMPP qui allait être approché de plateformes
Et j'avais dit à l'époque, en tout cas ça remonte, cette réunion avait eu lieu, je crois, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, que plateforme, pour moi, j'avais fait une association évidente, que plateforme, j'en connaissais quelques-unes, comme Amazon, et que ce mot plateforme n'était autre qu'une autre façon de plateformiser, bien entendu, ou d'aplatir ce qui se passait au niveau des CNTP, et qu'il allait y avoir une raréfaction de l'échange clinique au profit des arbres de décision que pourraient effectivement emprunter toutes les plateformes. Et à l'époque, il y a à peu près 2 ans, la plupart des personnes qui étaient autour de cette table prenaient ces associations qui m'arrivaient comme totalement à l'encontre de l'état d'esprit dans lequel effectivement les plateformes étaient conçues. Mais dans la pratique, je dois dire que ces quelques associations qui m'étaient venues à l'époque m'apparaissent comme tout à fait pertinentes, et ça rejoint un peu ce que vous-même dites par ailleurs, concernant en tout cas cette façon d'éradiquer presque la parole pour aller du côté des arbres de décision, comme on dit, où il ne s'agit pas de penser, mais il s'agit d'agir en fonction de certains mots-clés qui déterminent effectivement toute une série de conséquences que les parents et les enfants doivent suivre à la lettre. Tout à fait. Mais ces mots-clés sont des mots d'ordre. Voilà. C'est le but de l'évaluation. Voilà. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs Jacques-Alain Miller et Jean-Claude Milner dans un livre « Voulez-vous être évalué ?» L'évaluation n'est pas un mot, c'est un mot d'ordre. Ils le reprennent d'ailleurs un peu à une conférence de Gilles Deleuze de 1987 qui montre aussi, n'est-ce pas, que justement l'information est un mot d'ordre pour aller vite. Bon. Alors, c'est un très gros problème aussi. Alors, je crois qu'il faut bien aussi prendre conscience, et là, ça rejoint la question du docteur Benzi sur la technique, n'est-ce pas, que ce soit les techniques numériques ou que ce soit les techniques de l'imagerie médicale fonctionnelle du cerveau, enfin, les techniques ne sont pas mauvaises, c'est des choses formidables. De même, les travaux de recherche de neurobiologie des comportements, moi, ça m'a passionné. C'est des choses tout à fait formidables, tout à fait dignes, si vous voulez, d'être pris en considération, soutenues, financées. C'est pas ça le problème. Les techniques, si vous voulez, le problème, c'est pas la technique, dit Jacques Ellul, c'est un autre philosophe critique de la technique. Le problème, c'est le transfert du sacré sur la technique. C'est-à-dire que c'est la technique qui devient le pouvoir animique qui justement nous met en marche. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et on fait comme si la technique était neutre. C'est comme si la technique n'avait pas d'âme. Alors, elle n'a pas d'âme en soi, mais sauf que, bien évidemment, la manière dont on s'en sert détermine la marge de manœuvre de l'individu. Et de même, le modèle. Si vous prenez, par exemple, tous les travaux de neurosciences, c'est tout à fait formidable. Et comme vous le savez, tous ces travaux ont toujours une préhistoire. La préhistoire, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est Phineas Gage, n'est-ce pas? C'est ce contremaître qui, en 1948, voit son cerveau, en particulier le lobe frontal et préfrontal, traversé par une baramine, et dont le mythe voudrait que c'était un homme très scrupuleux, très maîtrisé, très organisé, un des meilleurs contremaîtres, et après la destruction d'une partie de son lobe frontal, il serait devenu sociopathe, n'est-ce pas, versatile, incapable d'empathie et de décision, etc. On sait aussi depuis que des travaux, c'est aussi repris par Damasio d'ailleurs, mais que des travaux comme ceux de Harlow, n'est-ce pas, en Angleterre, montrent que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, ce que ça sous-estime complètement, c'est, si vous voulez, l'environnement de ce monsieur Gage, et en particulier du fait que la compagnie de chemin de fer ne l'a pas réintégré à son poste. Il a été viré, et donc il a été obligé de se produire comme un animal de foire pour aller un peu gagner, si vous voulez, sa vie. Et ensuite, il est parti travailler en Amérique du Sud. Il est aussi parti pour conduire des calèches. Pendant 8 ans, il a conduit des calèches. Donc, il fallait quand même un certain contrôle, une certaine dextérité pour conduire des calèches. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, on est en train de revisiter un peu le mythe scientifique selon lequel la personnalité de ce brave homme aurait été, n'est-ce pas, totalement transformée par son accident. Je crois que c'est un point important. Et d'autre part, vous voyez bien aussi que nous sommes là
face à cette extension hyperbolique de résultats dont parle Canguilhem quand on passe des résultats de la science à l'idéologie scientifique. C'est-à-dire, admettons même, puisque effectivement l'observation de patients porteurs de lésions du lobe frontal et préfrontal montre des difficultés en matière d'anticipation, de décision, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant, et ça rejoint aussi une de vos questions, que la décision a un organe qui serait le lobe frontal. Ça ne veut pas dire que, si vous voulez, la conscience aurait un organe qui serait le cerveau. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on fait une espèce d'extension hyperbolique des résultats, vous voyez, et on confond à ce moment-là, on confond corrélation, causalité et identité. C'est-à-dire que la simultanéité de phénomènes établit une corrélation. Donc effectivement, il peut y avoir une corrélation entre, si vous voulez, des lésions préorbitales, frontales, et des troubles de l'anticipation et des troubles décisionnels, voire des troubles de l'humeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport de causalité. Le rapport de causalité, c'est la mise en évidence qu'effectivement, il y a un rapport de cause qui est que si on expérimente, si vous voulez, sur un certain nombre de personnes ou d'animaux de laboratoire, n'est-ce pas, l'observation lésionnelle, alors on a de manière tout à fait statistiquement significative un rapport de causalité. Et donc, il y a des protocoles expérimentaux qui peuvent justement jouer sur les différentes variables. Et le rapport d'identité, ça voudrait dire que c'est que là. Ce qui n'est... Et du coup, qu'est-ce qu'on oublie? On va venir à l'essentiel. L'essentiel, c'est par rapport à vos questions. Les neurosciences, il y a une chose qui n'intègre jamais. Ce qui n'intègre jamais les neurosciences, c'est le dispositif. C'est le dispositif par lequel ils produisent le résultat. Et parmi le dispositif, il y a un élément dont ils ne tiennent jamais compte, c'est l'autre, c'est l'expérimentateur. Les neurosciences, c'est typiquement la science sans autrui, la science sans autre. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et c'est un point important qui explique aussi la facilité avec laquelle certains modèles sociaux et politiques recyclent ces sciences-là et font leur marché en sélectionnant quels sont justement les modèles scientifiques qui permettent le mieux de se disculper de la part sociale, politique et culturelle des symptômes des souffrances psychiques et sociales. Donc, si vous voulez, Foucault nous l'avait appris dès 1952, n'est-ce pas, la manière dont nous établissons les diagnostics en psychiatrie reflète les valeurs en jeu dans une société. Mais non seulement ce qu'elle veut, mais ce qu'elle ne veut pas aussi. Et donc, chaque société a un peu la pathologie qu'elle mérite et, n'est-ce pas, la psychiatrie qui lui convient. Et donc, on voit bien aujourd'hui comment la psychiatrie qui lui convient, c'est celle de l'individualisme de masse, c'est celle de l'individu auto-entrepreneur de lui-même, qui ne tient pas compte de l'influence de la relation à l'autre pour constituer la substance même de mon être et de mon esprit. Ce point est extrêmement important. Donc, on va chercher du côté des vulnérabilités génétiques. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, c'est un autre problème, mais plus volontiers que du côté, n'est-ce pas, de l'histoire, que du côté de la culture, que du côté de la classe sociale, que du côté de la pauvreté matérielle ou symbolique d'un individu. C'est ce point-là qui est extrêmement important. Et là, bien sûr, la connaissance tragique que véhicule la psychanalyse comme l'histoire, ça gêne, comme la philosophie d'ailleurs, ça gêne ce modèle-là. C'est bien pourquoi M. Blanquer tend à les démolir dans les lycées et le gouvernement macronien à les démolir dans les universités. Oui, parce que à vous suivre et par rapport évidemment à ce que vous pensez et d'autres vous pensez là, cette espèce de sans autre, évidemment, on pense à cette formule un peu de Lacan, la forclusion de l'autre. Ça mettrait, en tout cas, cette science-là, non pas la science de certains scientifiques, qui effectivement intègrent, en tout cas, le côté tragique de l'être humain. Je pense à des gens comme Reeves, comme Étienne Klein, etc. Enfin, ce sont effectivement des personnes qui dialoguent sans cesse, y compris avec la psychanalyse. On serait tenté de dire qu'avec cette forclusion de l'autre,
la science serait comme structurée comme un délire. Parce que d'une certaine manière, c'est ça où effectivement, il y a quelque chose qui fait un peu peur, c'est que même dans les institutions, mes collègues, en tout cas, me font remonter cela, ils doivent lutter contre une espèce d'emprise concernant en tout cas cette approche de l'humain, parce qu'une autre pensée qui demande à ce qu'il n'y a pas de pourquoi s'inscrive et s'installe. Donc, vous voyez, cette chose que vous dites est effectivement nous amène à aller vers ce type de, non pas de conclusion, mais en tout cas d'approche qui effectivement montre la gravité de la situation. Alors, moi, je ne crois pas du tout que la science délire. Je crois que les scientifiques peuvent délirer à partir du moment où à partir du moment où ils quittent le champ rigoureux de leur méthodologie prise dans un dispositif en étendant leurs résultats à la vie quotidienne ou à la vie commune. Et donc, si vous voulez, c'est là le problème majeur. C'est-à-dire que tous les travaux, par exemple, sur la fonction, le rôle du lobe frontal, de la partie préorbitale, etc. C'est tout à fait passionnant, hein, comme les rapports entre le noyau ventrothalamique et la troisième frontale gauche. Tout ça, c'est tout à fait passionnant. Moi, j'étais passionné de neurophysiologie et de neuroanatomie quand j'ai fait mes études. Bon, moi, j'étais un fou de la formation réticulée des travaux de Magoun. J'étais un passionné. Bon, ça date un peu, il est vrai. Bon, mais toujours est-il que c'est à partir du moment, vous voyez, où vous étendez cela en considérant que le rêve et le sommeil ne sont rien d'autre que, en quelque sorte, les sécrétions du complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est là où ça pose problème. Que vous mettiez en évidence les travaux de von Economo sur le rôle, par exemple, de l'hypothalamus dans les troubles majeurs du sommeil, ça c'est passionnant à partir des victimes de guerre ou des victimes d'attentats, etc. Le problème, c'est quand vous faites un pas de plus et que vous réduisez, n'est-ce pas, toute la complexité, toute la richesse du vivant au cul de confetti que vous avez trouvé. Et le monde ne peut pas tenir sur un cul de confetti. Aucun prestidigitateur n'est parvenu à réussir, n'est-ce pas, un surtour de force. Il est là le problème, à mon avis. Alors après, vous avez, et pour comprendre un peu ce qui se produit aujourd'hui, vous avez une convergence des forces, une convergence des intérêts, une alliance objective. L'alliance objective, c'est quoi? L'alliance objective, c'est que si vous mettez, comme c'est le cas aujourd'hui, les chercheurs en concurrence, les laboratoires en concurrence, les modèles théoriques en concurrence, les modèles des pratiques professionnelles en concurrence, vous allez automatiquement créer non pas une entraide des scientifiques, mais une concurrence des scientifiques et des professionnels où chacun va essayer de vendre sa soupe pour survivre. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous assistons en quelque sorte, n'est-ce pas, à une guerre de tous contre tous dans les milieux professionnels pour pouvoir survivre dans les institutions, qu'elles soient universitaires ou de soins. Le deuxième point, c'est le rôle d'un pouvoir néolibéral qui effectivement fait son marché en choisissant les experts les plus solubles dans ses propres intérêts. Pas simplement ses intérêts, on dira, bureaucratiques, politiques à la petite semaine, mais dans tout ce qui est le plus, comment dire, complaisant par rapport à une vision du monde et une vision de l'individu. Et donc, il est évident qu'un individu efficace, utile, performance, n'est-ce pas, concurrentiel, il ne va pas choisir la psychanalyse qui fait l'éloge de la vulnérabilité, l'éloge du deuil et de la dépression, etc. Il va choisir, n'est-ce pas, ce qui va plutôt être du côté, si vous voulez, de la maîtrise, du côté du façonnage des comportements et du contrôle des comportements. Et puis, vous avez l'intérêt, si vous voulez, d'une culture. Par exemple, prenez les travaux de Christopher Leich là-dessus, sur comment la psychiatrie, n'est-ce pas, et les laboratoires pharmaceutiques ont médicalisé nos émotions. Prenez l'exemple de la timidité. Ce que nous appelons timidité est un jugement de valeur qui constitue une prime civilisationnelle pour une culture de l'extraversion, c'est-à-dire, effectivement, par exemple, américaine. Ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas, des cultures indiennes, des cultures japonaises ou même des cultures anglaises.
n'est-ce pas? Et donc, en quelque sorte, vous allez être considéré comme malade parce que vous n'êtes pas extraverti. Et puis, il faut voir, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les critères qui permettent de diagnostic, n'est-ce pas, de troubles de l'anxiété sociale, c'est terrible. Hein, avoir peur de prendre la parole en public, être gêné au restaurant si on est seul, n'est-ce pas, être gêné si on va uriner quelque part et qu'il y a un voisin. Enfin, bref, donc si vous voulez, on entre dans quelque chose où c'est pas de la science, ça. Hein, c'est comme le Canada Dry, hein, ça ressemble à la science, ça a l'odeur de la science, mais c'est pas la science, c'est pareil en psychiatrie. Vous voyez. Or, vous avez par exemple, dans le changement des critères, vous allez pouvoir mettre plus ou moins de monde dans le sac de la pathologie. Par exemple, on s'est aperçu qu'entre 1985 et 1993, lorsque Robert Spitzer, l'inventeur du DSM-3, change un peu les critères pour justement repérer les malades timides ou malades de la timidité. On va passer de la phobie sociale, mais ça ne lui fait pas phobie sociale, parce que phobie, ça sent encore la psychanalyse, il a horreur de la psychanalyse. Il faut dire que le pauvre homme, il avait été analysé par un Reichier, mais un Reichier, pardon. Et qu'en plus, il n'aimait pas les patients, ça on le sait de sa correspondance, donc il n'aimait pas le soin. Vous voyez. Eh bien, quand, en gros, il va changer ses critères de diagnostic, on va faire passer le nombre de sujets malades de moins de 5% d'Américains à près de 20%, au moment où il y a la promotion publicitaire du Paxil, l'équivalent de Deroxa. Donc, si vous voulez, vous avez donc à la fois, pour aller vite, l'intérêt du commerce des idées scientifiques et du commerce des modèles, n'est-ce pas, du marché de la science. Vous avez l'intérêt, n'est-ce pas, du politique qui va choisir les scientifiques qui lui conviennent et lesquels sont prêts à se vendre. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu autour de la Covid. Et puis, vous avez aussi les intérêts sécuritaires. N'oubliez pas, par exemple, que le dépistage des troubles du comportement et des troubles oppositionnels de conduite dans les années 2005-2006 et puis après 2007, n'est-ce pas, ils étaient en gros, pour M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ce qui préfigurait la nouvelle loi sur la délinquance. C'est-à-dire qu'on revient à cette fonction que prennent justement la psychiatrie, la psychologie et la médecine, d'ailleurs, d'une manière générale, comme gestion des populations, gestion sécuritaire des populations. Et puis, vous avez les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Alors, il n'est pas vrai, contrairement à ce qu'on se plaît à dire, que les DSM ont été fabriqués par les labos, c'est pas ça. Mais les DSM, ils ont été fabriqués par deux bandes, n'est-ce pas, deux bandes scientifiques qui, en gros, ont voulu liquider la psychiatrie, on va dire, tragique, orientée par la psychanalyse, en mettant en lieu et place une psychiatrie comportementale fondée sur des méthodes d'observation prises au sein des départements de psychologie différentielle, d'échelle de comportement. Voyez. Et donc, après, mis sur le marché, il se trouve qu'il y a des gens qui ne comprenaient plus rien au moment de la psychiatrie. Il y a eu une grande crise dans les années 70, 60 et 70, n'est-ce pas? Il y a eu une dévaluation de la psychiatrie. Eh bien, les tribunaux, les compagnies d'assurance, les laboratoires pharmaceutiques ont trouvé que ces outils-là, c'était très commode parce que ça parlait leur langage, c'est tout. Ils ne l'ont pas fabriqué. Ils ont trouvé un outil qui leur convenait pour faire leurs affaires. Oui. Écoutez, M. Gori, merci beaucoup de vos éclairages. Comme je n'ai pas été très exhaustif concernant vos livres, simplement, vous ne l'avez pas cité, mais moi je le cite en fin d'échange, c'est votre livre qui s'appelle « La preuve par la parole ». Donc c'est effectivement quelque chose qui est d'une actualité brûlante, hein, puisque effectivement la parole a centré un peu nos échanges. Alors je vous remercie beaucoup, hein, bien entendu, pour le temps que vous avez pris pour effectivement nous dire un peu la façon dont vous entrevoyez un peu tout cela, les conséquences, et je pense que la plupart des personnes qui visionneront, en tout cas ces échanges, vous les aurez éclairés. Je vous en remercie beaucoup et je vous remercie aussi de vos actions, appel des appels, la façon dont vous intervenez dans le social, et aussi au nom de cette trajectoire que je souhaitais, avec mon collègue Benzi, vous avoir sur notre chaîne YouTube. Et encore une fois, merci beaucoup, M. Gori. Merci. Écoutez, merci à vous. Je voudrais juste, pour terminer,
vous faire part de quelque chose que je trouve particulièrement à la fois tragique et amusant. C'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, parmi les troubles neurodéveloppementaux, on a intégré les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et comme vous le savez aussi, comme vous le savez aussi, ça permet bien sûr le financement très large de molécules, n'est-ce pas, la prescription très large de molécules de Ritaline et apparentées. Mais ce qui est intéressant, et là quand même, on voit bien que l'histoire ne manque pas d'humour, ce qui est intéressant, c'est qu'un des pères fondateurs de ce diagnostic, Léon Eisenberg, juste avant de mourir en 2012, déclare au Der Spiegel, déclare que c'est l'exemple même de maladies qui n'existent pas, de maladies fabriquées pour faire plaisir à l'opinion et au laboratoire. Ouais. Merci à vous. C'est un beau testament en tout cas. Bravo, merci beaucoup. Merci, Monsieur Gori. Au revoir, merci. Au revoir.